Mélodie, la radio vintage forever. Il a marqué plusieurs générations, mais c'est d'abord au théâtre qu'il a bâti sa carrière et sa réputation. Comédien brillant dans des pièces comme Patate, Rumeur, Le Dindon ou encore La Cage aux Folles, il fut aussi metteur en scène de tout premier plan, signant des triomphes populaires tels que Le Canard à l'Orange ou La Cage aux Folles. Avec lui, le théâtre n'était jamais élitiste, mais toujours vivant, drôle, accessible et exigeant à la fois. Pour le grand public, il reste l'inoubliable adjudant-chef Chaudard dans Mais où est donc passée la 7e compagnie, rôle culte qui a marqué plusieurs générations. Mais en 60, il avait déjà crevé l'écran incarnant Napoléon dans Austerlitz d'Abel Gance, performance qui imposait son talent au cinéma. Acteur complet, il a mené de front 2 casquettes, sur scène et derrière, toujours guidé par sa devise « Avance petit, avance ». Aujourd'hui, nous allons retracer le parcours foisonnant de Pierre Mondy, où se mêlent passion, succès et travail acharné à travers le regard de sa fille, Anne Mondy. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Mélodie Radio. C'est un grand plaisir d'être là. Je suis ravie et merci, merci à vous d'avoir organisé cette émission hommage. Pierre Mondy, il était connu de tous les Français. 13 ans après sa disparition, il reste dans le cœur de millions de Français, puisque chaque année, on va reparler d'ailleurs, la 7e compagnie revient à l'écran. Il est dans nos familles, il est dans nos foyers. Comment vous expliquez cette popularité tant d'années après qu'il nous ait quittés ? Je pense que de son vivant, il n'a jamais... il n'a jamais menti sur ce qu'il était. Voilà, il était vraiment cet homme passionné, souriant, humain, gentil. Et oui, je suis tout à fait objective. Et je pense que quand on ment pas, après il a interprété des rôles, mais je pense qu'il représentait ce qui revient beaucoup quand on me parle de lui, c'est... les gens me disent beaucoup, il me fait penser à mon père, il me fait penser à mon grand-père. Cette personne un peu enrobante, bienveillante, avec l'œil rieur. Et j'explique que tout ça perdure parce que, Dieu merci, la 7e compagnie, en effet, repasse et les étés. Et puis, donc ça passe les générations. Et puis, il y a eu d'autres succès à la télé. Mais je pense qu'il y a un phénomène de transmission. Et c'est certainement pour ça que je suis là aujourd'hui. Les parents regardent avec les petits-enfants, avec les enfants, les petits-enfants. Toute la famille se retrouve autour de Pierre Mondy, dans ses films. Oui, écoutez, ce serait génial si on pouvait tous se retrouver avec lui, mais il est là. Il est peut-être présent dans ce studio, on le souhaite. De son vrai nom, Pierre Mondy, né Pierre Cuc. Né en 1925 à Neuilly-sur-Seine, il va très vite déménager dans le Tarn, à Albi. Oui. Comment parlait-il de son enfance ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il évoquait facilement ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a forcément construit, mais qu'il a guidé tout au long de sa carrière, cette enfance aimante avec ses parents ? On le voit certainement derrière vous, il y a La Cage aux souvenirs, son autobiographie, qui est dans le décor. Tout à fait. Derrière vous. Mais ça va, je connais la couverture. Donc j'ai la photo en tête. Je pense que ça l'a façonné. Son enfance, son éducation, ses valeurs l'ont accompagné tout au long de sa vie. Et je pense que c'est ce qui a fait de lui aussi cette personne droite, attachante. Il ne pouvait pas parler, en tout cas de ses parents, lors des interviews, sans pleurer. Il avait les larmes qui montaient. Pas encore, mais j'ai tendance à faire comme lui. Je suis bien la fille de mon père. Mais je pense que sa mère, il en parlait tout le temps. C'était l'amour de sa vie, C'était Mémé Lilith, on l'appelait. C'était toute sa vie. Son papa, que moi, je ne l'ai pas connu, Pépé Louisou, il s'appelait Louis, est parti quand papa avait 25 ans. Et ça, je pense que c'est un peu perso ce que je vais dire, mais que c'est un trauma qu'il a gardé, vraiment. Et je pense qu'en tant que papa, c'est un trauma qu'il a gardé, le fait qu'on puisse disparaître très soudainement.
Voilà, et de laisser ses enfants, en fait, tôt, derrière soi. Et puis, il disait aussi que ses parents s'étaient totalement saignés pour qu'il fasse les cours Simon, pour qu'il monte à Paris, voilà, c'était des gens extraordinaires. Moi, ma grand-mère est décédée quand j'avais 4 ans, mais écoutez, Ouais. il est cette éducation, il est ces valeurs. Il a toujours dit, même il avait un pseudonyme, donc en effet, mais sa famille, c'était Cuc. Voilà, c'était Pierre Cuc, ses racines. C'était extrêmement important pour lui. Et ses parents l'ont toujours soutenu dans sa volonté de devenir acteur? Totalement. Ouais. C'est là où je dis, ils ont tout fait. Bon, déjà, a priori, il n'était pas très scolaire. Ah oui. Il était plutôt déconneur, il aimait les potes, voilà. C'était plutôt quelqu'un, a priori, d'assez gai et voilà. Et puis qui aimait faire des blagues, déconner. Donc, quand il a dit, ça a démarré parce qu'il écoutait... il a découvert la radio et il s'est pris tout à coup. Il y avait comment on dit, des télés. Il y avait des pièces ou des récits qui passaient à la radio. Et il a découvert ça et c'est devenu une passion. Et puis après, je sais qu'il a eu soit une prof principale, soit une directrice qui en effet a convoqué ses parents. Et comme il faisait des cours de théâtre et qu'il était très doué, cette dame a quand même dit à ses parents, je pense que votre fils, il ferait mieux de s'orienter vers... J'ai la citation sous les yeux. Ah. Il est médiocre dans les études, mais il a un don pour le théâtre. Il avait confiance en sa bonne étoile. Et voilà. Et il a toujours eu confiance en sa bonne étoile. Ça, c'est quelque chose aussi... il était très superstitieux. Mais il avait une photo de ses parents, je crois, dans la poche. Et il l'a emmené avec lui, d'ailleurs. Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Vous êtes un peu pareil? Est-ce que vous avez Tiens, j'y pense. Est-ce que vous avez hérité de ce genre de choses? Le trèfle à 4 feuilles. Ah, vous avez un tatouage, d'accord. Voilà. Oui. Le trèfle à 4 feuilles dans la famille, alors Mondi, Cuc ou Mondi, c'est très important. Ma mère pouvait passer 10 heures à chercher des trèfles à 4 feuilles pour mon père. Donc d'ailleurs, j'ai cette photo, j'ai une photo de ma grand-mère qui était sur son bureau. Il y a 2 trèfles à 4 feuilles au dos. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment la chance. Et moi, je suis hyper superstitieuse aussi. Voilà. Et je crois en ma bonne étoile. Et ma bonne étoile, et je le dis sur les réseaux sociaux, etc. Mais je sais que mon père est là et je lui parle comme il parlait à ma grand-mère. Et voilà, il faut y croire en sa bonne étoile parfois quand on est... ça fait du bien, on se sent épaulé. Voilà. Moi, j'ai la croyance de ça comme il l'avait en tout cas. Et justement, il a cru à sa bonne étoile parce que quand il a raté son bac, il a décidé de monter à Paris au cours Simon. Tout à fait. Ça, c'était à l'époque René Simon, le grand professeur de théâtre. Je pense qu'avec Jouvet, il devait être, faisait partie des pontes de cette époque, en tout cas. Totalement. Du début du XXe siècle. Il monte à Paris et ce René Simon lui déconseille de passer le conservatoire. Il lui dit, tu ne seras ni jeune premier, ni valet de comédie, mais tu y trouveras ton emploi à 40 ans. Ouais. Est-ce que ce genre de phrase, ce réalisme, ça l'a forgé? Ça a dû lui mettre un coup quand même. Je pense que ça lui a... C'est sûr d'ailleurs, ça lui a mis un coup, ça lui a un peu coupé les pattes. On se met à sa place, on entend ça, on se dit... Il va se passer beaucoup d'années, 20 ans à galérer. Mais je pense que ça a dû lui donner la niaque. Je pense que ça lui a, dans un premier temps, coupé les pattes. Mais je pense que ça l'a forgé parce que tout au long de sa carrière, c'est pas du tout quelqu'un qui rechignait au second rôle et même quand il était metteur en scène ou quand il parlait de plein d'acteurs, il disait toujours mais fantastique. Et voilà, à un moment... il disait du bien toujours. Ouais, je trouve que c'est hyper important, un second rôle, c'est ce qui porte, et les troisièmes, un cast, c'est un ensemble. Et à cette époque, autant aujourd'hui, je pense
plus que les acteurs, malgré tout, sont dans l'individualisme. Mhm. Et qu'il y a, oui, il va y avoir la bande du jardin, le louche, tout ça. Mais enfin, auparavant, il y avait vraiment des cliques de potes, voilà, qui sont certainement arrêtés avec le Splendide, etc. Mais il y avait une unité, ils se tiraient pas la bourre l'un avec l'autre. Si l'un n'avait pas le rôle, il le refilait à l'autre. Enfin, François voilà. Perrier a été, on va peut-être y revenir, un grand passeur de mémoire, un grand passeur de rôle pour votre papa. Tout à fait. Il le parlait de lui dans tout Paris. Tout à fait. Ouais, c'était une belle bande de potes. Ouais, et je crois, alors moi j'ai peu de souvenirs pour le coup, mais François Perrier a vraiment été un ami très proche et voilà, un vrai ami du cœur. Et je crois qu'ils ont vécu plein de choses et que ça a été il en a eu plein des coups de cœur amicaux et professionnels, mais François Perrier, voilà, a été un de ses coups de cœur et je sais que papa est resté en contact tout le temps avec sa femme, je crois qu'elle s'appelle Colette. Enfin voilà, il est resté Proche, cette bande très de potes. proche, ouais. Et puis, cette bande d'amis se fait aussi au Cours Simon. Il rencontre Marc Mercadier. Ils montent, je crois, une pièce de théâtre ensemble. Lui fait la mise en scène. Enfin, une pièce de théâtre, une scénette ensemble. Lui fait la mise en scène. Et c'est là qu'il décide de prendre, d'ailleurs, le nom de Mondy. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Cela vient d'où, tiens, le nom de Pierre Mondy? Je crois que c'est encore Monsieur Simon qui lui a dit. Enfin, voilà. Alors, la phrase exacte, je ne l'ai pas. Mais ce serait, comme il la racontait, mais je ne l'ai pas exactement, c'est vous êtes petit, vous n'avez pas l'étoffe, n'importe quoi, d'un Louis Jouvet ou d'un... Et il ne faudrait pas qu'il y ait amalgame en plus avec votre manière de jouer et votre nom. Qu'on écrive dans le journal, vous avez la manière de jouer de votre nom. Et voilà, exactement. Et Mondy, ça vient d'où? Et Mondy, c'était une tante. En fait, il avait le choix entre trois noms d'ailleurs. Delteral, Raphaël ou Mondy. Et de mémoire, c'était une tante ou une cousine à lui. Enfin, en tout cas, du côté de sa mère. De votre maman, votre grand-mère. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ça a été Mondy et voilà, c'est très bien. Ça a été Mondy, mais et là c'est intéressant parce que René Simon lui a dit à votre maman. Il n'aura pas une carrière, à votre grand-mère, pardonnez-moi, il n'aura pas une carrière fulgurante, mais une trajectoire ascendante et sûre. Ça en dit long. Est-ce que, finalement, oui, ça n'a pas été une star tout de suite, mais dans le privé, il est certainement resté Bibi, je crois qu'il se faisait appeler Bibi ouais. Cuc, Bibi et Cuc. Non Pierre Mondy. Tout à fait. Bibi, c'était pour Bibi Fricotin. Oh. Voilà, qui était une BD de l'époque, qui a été rééditée depuis. Mais voilà, c'était pour ça. Et c'est resté Bibi et ma marraine, encore aujourd'hui, quand elle parle de papa, c'est Bibi. C'est Bibi. Et il est resté, Bibi Cuc. C'était vraiment, c'était Albi, c'était toute cette enfance, toute cette jeunesse. Ses potes d'Albi, pour tout le monde, c'était Bibi. Voilà. Fou. Et moi, je rencontre des gens encore avec qui papa était... pas à l'école, mais des gens qui disent oui, ma mère m'en parlait, Bibi Cuc. C'est vraiment resté. Puis à un moment, je pense que ça a été Bibi Cuc. Waouh, c'est Pierre Mondy, quoi. Enfin, oui. J'imagine. Et dans cette bande de potes, ce Bibi Cuc qui devient Pierre Mondy, on a commencé à évoquer rapidement la mise en scène. Il est rapidement repéré pour quelque chose qu'il suivra tout au long de sa carrière, ce sont ses fous rires. Parce que quand il monte le bois sacré avec Marc Mercadier, il écrit dans son livre La cage aux souvenirs, qu'ils se sont bien marrés et que c'était très difficile de les contenir, toute cette bande de potes. Ah mais je crois que ça a duré toute sa carrière. Vous l'avez vu se marrer? Mais moi, je l'ai vu, mais tellement. Mais même avec moi, je ramène pas à moi, mais pour moi, non, mais ça m'évoque ça parce que quand ma mère lui disait, ouais, mais Anne a eu une mauvaise note, un truc, je le revois dans l'escalier de notre maison et il essayait de m'engueuler. Et en fait, je ne sais pas quelle petite tête je devais faire, mais ça se terminait en fou rire. Et ma mère partait hyper énervée en disant « Ouais, non, mais avec toi, c'est pas possible, elle fait de toi... » Et vraiment les fous rires. Mais il racontait dans une interview que j'ai vue il n'y a pas longtemps avec Pierre Tchernia,
il tournait un feuilleton de Noël avec Louis de Funès Ouais. et qu'on leur avait posé des questions parce qu'il y avait je ne sais pas combien de bobines. En fait, ils avaient mis une journée à tourner une scène. Parce que, alors il raconte ça, vraiment cet extrait est absolument génial. Et une journée, parce qu'il partait en fou rire, mais n'importe qui le dira. Enfin, il était connu pour ça et tout au long de sa carrière. Et il s'est fait même blacklister de la télé à cause de ça. À l'époque de ses fous rires, j'ai pu le lire. Ah, et il bah, était sur liste noire. Ah oui. Il le raconte, on était sur liste noire parce qu'il avait explosé de rire et ça n'avait pas plu à l'époque. Le connaissant, je pense que c'était plus l'expression. Mais je pense que le côté, en effet, ah non, pas mon dit, ça va prendre une journée, c'est possible. C'est possible que ça lui soit arrivé. À ses débuts, il fréquente aussi un couple qui reste mythique dans le cinéma français, qui sont devenus ses deux parmi tant d'autres grands amis, Yves Montand et Simone Signoret. Tout à fait. Ils ont longtemps collaboré ensemble dans des pièces. Est-ce que ces rencontres ont joué dans sa carrière? D'être dans un milieu comme ça, en ébullition. Est-ce qu'il vous racontait que Montand l'a fait rencontrer telle personne, la mise en scène, dans telle ou telle pièce? Oui, ils ont... Alors, je crois qu'ils ont été... ils l'ont beaucoup aidé. Après, papa, quand il parlait de ses rencontres, alors oui, il y avait un peu le professionnel, mais il parlait plus du côté perso. Je sais que Simone Signoret et Yves Montand, à titre perso, c'était... Moi, j'étais bébé, mais on partait à la Colombe d'Or. Enfin, c'est des gens... Je sais qu'il avait une relation avec Simone Signoret extrêmement proche, d'amis. Il l'appelait quand il n'avait pas le moral. Enfin voilà, comme nous tous, on peut avoir. Et ils ont collaboré ensemble. Et à chaque fois, c'était soit Simone Signoret, soit Yves Montand qui, en effet, disait pourquoi pas Pierre, etc. Mais j'ai le sentiment que beaucoup de collaborations de papa étaient très liées au perso, en fait. J'ai beaucoup de mal à imaginer... papa pas diriger, mais ou jouer avec quelqu'un sans qu'il y ait un lien qui se crée. Et ils étaient très, très proches. Ouais, ça fait partie de cette bande. On va y revenir. Il a eu plein d'amis. On parlera bien sûr après de Jean Poiret. En tout cas, il apparaît, je l'ai noté, au cinéma dès 1949. Dans 2 films où il joue vraiment des tout petits rôles, dont un de la figuration, il me semble. Rendez-vous de juillet et Les Anciens de Saint-Loup. Est-ce qu'il évoquait ses premiers rôles ou est-ce qu'il vous racontait, voilà Anne, j'en ai bavé, j'ai mis le temps à pas me faire un nom, je pense pas, au vu de son autobiographie, je pense pas qu'il parlait comme ça, mais à me faire un nom et avancer dans sa dans grande la vie. expression, si, c'était j'ai habité en meublé jusqu'à mes 40 ans. Et c'est vrai, à peu près, enfin à peu de choses près. René Simon avait raison. Il avait tout à fait raison. Enfin, et après, il a fait des choses marquantes, mais c'est quand même Napoléon, d'Abel Gans, en tout cas, qui lui a un peu donné ses lettres de noblesse, même s'il avait fait plein de choses avant, mais personne ne pensait que c'était lui qui allait avoir le rôle, quoi. Mais il a galéré. Moi, j'entends ça sur l'INA avec des podcasts. Il a fait, encore une fois, plein d'émissions radiophoniques. Il jouait dans... Il faisait des cabarets aussi. Des cabarets. Enfin, ils ont cachetonné, mais vraiment cachetonné. Même si ça leur ramenait 3 francs 6 sous, ils se marraient. Enfin, c'était complètement une autre époque. Et puis, il y a eu plein de moments... on le sait, la vie d'artiste, c'est... c'est complètement insécure. Donc, et puis il avait pas. Je sais qu'il prenait soin de sa maman aussi. Enfin, donc, il a galéré. Il appelait ça des nanars. Ces petits Oui, je l'ai films. noté. Mais d'ailleurs, pour mettre du beurre dans les épinards. Le beurre dans les épinards, tout à fait. Et il en a refait à des périodes bien plus tard, des nanars. Enfin, des moments qui étaient creux, mais il s'est jamais pris au sérieux. En fait. D'accord. Jamais. Vraiment, c'est quelque chose... il était très humble, par moments, pas... Il savait pas se mettre en avant, il l'a dit. Ouais, il n'arrivait pas... je crois que c'est...
Je parle de cet ouvrage parce que je me suis appuyé sur ce dernier pour vous préparer cette interview et j'ai trouvé ça très intéressant. Il disait, je n'étais pas capable de prendre mon téléphone et de dire, tiens, est-ce que tu as pensé à moi pour le rôle? Non, incapable. Et il détestait devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était, voilà, toute sa vie, il me l'a transmis d'ailleurs, puis je l'ai souvent entendu, c'est, voilà, il savait pas, non, il savait pas faire ça. Après, il a eu un agent, etc. C'est pour ça que ça réseautait entre potes. Et Dieu merci, c'était cette époque-là où ils se refilaient les rôles, où tout doit être beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Mais c'était une époque un peu bénite et plus facile. Mais oui, il a toujours parlé du fait qu'il ait galéré, même économiquement. Enfin voilà, et qu'il n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et qu'il faut bosser. Et quand moi, il m'a dit « Tu veux être comédienne ?» quand j'ai arrêté mes études, j'ai refusé. Mais il était hors de question que comme ça, je m'improvise comédienne. Premier truc qu'il m'a dit « Tu veux faire les cours Simon, les cours Florent ?» J'ai dit non. Mais à un moment, tout s'apprend, tout. Il y a du boulot, il faut bosser. Et c'était une valeur extrêmement importante pour lui. C'était le travail. Il faut travailler. Et il va avoir son premier fait d'armes en 58 lorsqu'il met en scène Oscar. Tout à avec fait. Maria Pacôme et Jean-Paul Belmondo. Oui. Ça a été un triomphe. Et je crois que même qu'il y a De Funès dans la première version, il me semble. Je crois que c'est la seconde. C'est la seconde ou De Funès. Ok, c'est ça. Exactement. Ça a été un triomphe. Est-ce qu'il avait, on le sent déjà, avoir cette appétence pour la mise en scène et surtout ce talent pour la mise en scène? Là, direct. Là, il était en plein dedans parce que je pense qu'il avait fait quand même des essais auparavant, des petites mises en scène. Et d'ailleurs, René Simon lui avait dit qu'il était doué pour ça et qu'il fallait qu'il persévère. Donc là, il est totalement dedans. Et même si Jean-Paul Belmondo est au début de sa carrière, malgré tout, il y a un cast. Je ne sais plus dans quel théâtre ça a été joué, mais ça a été un triomphe. Donc déjà, il est porté par ça. On voit qu'il est déjà très bon dans son futur rôle de metteur en scène. Il l'aurait jamais fait. Enfin, vraiment, il était... il faisait jamais... il a refusé des rôles, des trucs... Quand il sentait pas les choses, il n'aurait jamais mis un doigt de pied dans la mise en scène. Si à un moment, il s'était dit ouf, ça ne va pas être excellent. On peut se planter. Mais il ne savait pas mettre de la distance. Il a toujours joué sa vie, mais aussi par respect, si c'est un film, par rapport aux réalisateurs, aux équipes, c'est tout. C'est intéressant ce que vous dites, peut-être qu'on en reparlera après, ou remarque qu'on l'évoque maintenant, quand il aura monté 2 comédies musicales adaptées des États-Unis, j'ai plus le nom en tête. Féfé de Broadway, qui était la seconde. Féfé de Broadway, c'est avec Jacqueline Maillan, après. Mais 2, j'aurais dû noter évidemment. Spéciale dernière. Oui. Ou un truc, savoir avant. Comment faire dans les affaires. Deux adaptations qui ont été des échecs. Oui. Et donc ça, il l'a dit que... allons-y maintenant, je crois que c'est François Perrier qui lui a dit, t'inquiète pas, relève-toi et avance. Tout à fait. Et il s'est relevé. Donc il vivait, tout ça pour vous dire, pour vous poser la question, il vivait pleinement ses mises en scène. Totalement. C'était son bébé. Et là, pour le coup, ça ne m'étonne pas qu'il s'y soit risqué parce qu'il était fou des comédies musicales, il avait été, entre guillemets, biberonné à ça, c'était sa passion. Et j'imagine quand on lui dit ça a fait un tabac à Broadway, tu vas remonter, ça ne m'étonne pas du tout de lui qui se soit risqué à ça. Après, j'étais toute petite, je me souviens de Féfé de Broadway, j'ai plutôt trouvé ça très rigolo, comme ça. Mais à un moment, tu fais 2 fours, en effet, tu te remets un peu... Et pourquoi je vous parle de ça ? Puisque sa devise, il le dit, c'est « avance petit, avance ». Il va réussir à tourner la page et il va clairement se lancer, alors en plus au fil des rencontres, dans le théâtre de boulevard qui sera son véritable fait d'armes, son chef-d'œuvre, en mettant en scène plein de pièces. Tout à fait. Il a trouvé sa voie dans la mise en scène de boulevard ou c'est venu comme ça ? Parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il aurait très bien pu continuer à faire des grands rôles comme Napoléon dans Austerlitz, la Belle Gans.
d'ailleurs avec Claudia Cardinal, dont on parlait Tout à tout à fait. l'heure. Ou est-ce que, voilà, il a été dans le boulevard parce que ça le faisait marrer, il était avec ses potes? Je pense qu'il adorait ça. Il a jamais considéré la comédie et le boulevard, même si c'était perçu comme ça, comme le parent pauvre Du du théâtre. Ouais. Jamais. Et il avait ce don pour en faire quelque chose d'exceptionnel, et puis sa nature, comme je disais tout à l'heure, c'était un enfant très gai, très rieur, etc. Mais il a toujours été. Il aimait se marrer, il aimait les répliques. Enfin, c'est aussi lui. Je C'était dis le pas. jeu, la passion du public et du jeu. Il a mis en scène La Dame de Montpensier, je crois que c'était ça, à la Comédie Française. Il savait faire ce genre de choses-là, mais il y amenait de la folie. Et je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et à un moment, on lui propose des pièces où lui en montait, c'est-à-dire il lisait les textes, où ils allaient, je me souviens, à Londres ou quoi que ce soit, et il ramenait Voilà, des ouais. pièces pour en faire des adaptations. Il allait quand même voir à chaque fois du théâtre de boulevard, des cartons, c'était Récouni, tout ça. Enfin, Le Vison Voyageur. voilà, que des pièces. C'est ce qu'il aimait et ce qu'il savait faire. Voilà, ce qu'il savait faire. Et puis il a très bien fait puisqu'on y arrive. Déjà, important d'en parler, je vois sur mes notes Jean-Michel Rouzière, qui était le directeur du Palais Royal. Oui. Alors, au grand public ne le connaissent pas, mais en tout cas, ne le connaît pas, mais pour votre père, ça a été vraiment un tandem pendant des années. Des années. Il lui donnait des pièces, il mettait Pierre Mondy à faire la mise en scène, et ça a été des succès sur succès. Tout à fait. Moi, j'ai passé ma vie au Palais Royal. Alors, il y avait le Palais Royal et après le Théâtre des Variétés. Ouais. Et en effet, là, je dis Jean-Michel, ça fait Jean, mais voilà. Vous l'avez vraiment connu? Oui. Mais c'était un personnage absolument extraordinaire, fou, passionné. Voilà, il était gai, maniéré. Enfin, il était fantastique. Et en effet, ils ont fait un trio de choc. Jean écrivait, Jean Poiret, papa mettait en scène. Et le Palais Royal, voilà, Jean-Michel Rouzière produisait. Et après, papa a joué beaucoup de spectacles, sans Jean aussi, mais dès que Jean-Michel avait un truc pour papa, voilà, c'était vraiment sa seconde maison, quoi. Et il y a eu un petit truc, 3 fois rien, une pièce qui a un succès immense depuis, allez, je crois que c'est cette année, donc depuis plus de 50 ans. Le Canard à l'orange, je crois qu'on discutait tout à l'heure, c'est une de vos pièces préférées aussi. Tout à fait. C'est votre père qui l'a mise en scène avec Jean Poiret, oui. Alain Lionel et la dame, je l'ai oublié dans la première Christiane Minazzoli. Merci. Voilà. Et puis quelques années plus tard, avec Michel Roux, on va en reparler aussi, Nadine Alary et Alain Lionel. Il découvre ce texte, il le met en scène. Bon, c'est véritablement le début d'une aventure et d'une collaboration sur les planches avec Jean Poiret. Ça devient vraiment les deux doigts de la main, là. Tout à fait. Alors, c'était son meilleur ami, ouais. Vraiment son frère. Là, on est au-delà du professionnel, on est au-delà de... C'était son frère. Et d'ailleurs, quand papa est parti, je crois que c'est soit Éric Métayer, soit Laurent Chalumeau qui ont lu des textes pour papa. Je plombe pas du tout l'ambiance, mais papa a survécu à Jean. Ouais. Jean nous a quittés très 93. tôt. Tout à fait. Et il a vraiment survécu à Jean. Il était habité par... Voilà, c'était son frère. Et en effet, cette rencontre, elle arrive, je ne sais plus, mais je me demande si c'est pas Jean-Michel Rouzier. Enfin voilà, bon. Ils avaient tourné Les Parisiennes dans les années 60 tous les deux. Tout à fait. Mais je parlais en termes théâtral. Peut-être qu'ils ont dû faire des projets ensemble et là, je n'ai pas l'info. Surtout, on a, alors en effet, le Canard à l'orange, mais La Cage aux Folles, quoi. Ah, vous me devancez, on Pardon. y vient. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça, c'est... La Cage aux Folles. C'est que le début d'une... voilà, qui est resté 7 ans à l'affiche, c'est du jamais vu. Enfin voilà, c'était...
alors je ne sais pas si vous allez en parler, mais l'histoire de La Cage, c'est une pièce et un projet qui était complètement subversif à l'époque, totalement Il était sur le fil choquant. du rasoir, Tout à Jean fait. Poiret, pour l'écrire, pour ne pas être blessant, mais il fallait quand même faire rigoler. Voilà. Et ça Jean-Michel pouvait être, Rouzière disait, vas-y, t'inquiète, continue, il a continue. eu un peu les... Alors, je ne sais pas ce que dit papa dans le livre. Moi, je sais qu'il a eu un peu les jetons quand même. Ouais. Il s'est dit, waouh. Lui, après, il produisait. Hein. C'est joli de faire des délires et qu'eux se marrent et qu'ils reprennent les répliques, que papa imagine qu'il va faire ça. À un moment, il y avait du décor, il y avait du monde sur scène. Voilà, après, Et puis, il faut c'est un remplir le théâtre. producteur. Voilà. Exactement. Avec les traînées que peuvent être les critiques, enfin voilà, le bouche à oreille. Et puis, il y est allé. Et puis, ça a été un triomphe. Et ça a été tendu, puisque au tout début, ça devait être Jean Poiret qui jouait Zaza Napoli. Tout à fait. Et c'est pas Mondy, passé. Pierre Mondy a senti que ça n'allait pas passer, que c'était pas naturel. C'est ça? Je crois qu'ils ont fait ce qu'on appelle dans les milieux du théâtre une couturière, c'est-à-dire une dernière une dernière répétition avec généralement les photographes et puis vraiment les très proches. Et de mémoire, je crois que personne ne rigolait. Enfin, ça prenait pas, personne ne rigolait. Oui. Et il a fait, en effet, panique à bord, quoi. Donc, je ne sais plus s'ils ont reculé, enfin, comment ça s'est fait. Je crois qu'ils connaissaient l'un l'autre le texte par cœur. Évidemment. Au fur et à mesure des répétitions. Mais bon, voilà. Et finalement, c'est Michel Serrault qui a Exactement. joué le rôle de Zaza Napoli. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Mondy a souvent joué après Jean Poiret. On ne le dit jamais, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès de La Cage aux Folles, mais quand Jean Poiret partait en tournée, c'est Pierre Mondy qui reprenait le rôle. Tout à fait. Et ils étaient frères là-dessus aussi. Non, mais même s'ils n'avaient pas du tout le même physique, ouais. Jean était grand, enfin voilà. Papa, plus petit, ils n'avaient pas la même morphologie. Mais dans l'œil, la déconne, la façon de dire les choses, de bouger, voilà, ça calait aussi. Puis après, c'est aussi plus pratique quand on est comédien de reprendre le rôle. On connaît en effet le texte par cœur, la mise en scène par cœur. Parce que je veux dire, c'est qu'en une semaine, c'est réglé entre les deux, quoi. Et comme papa a fait pas mal de tournées, à des moments où Jean tournait, ou avait d'autres projets, ils s'échangeaient comme ça, ils étaient interchangeables. Et papa, pour le coup, a joué avec Michel Roux en tournée, je crois, mais La Cage aux Folles. Ah là, on parlait de La Cage aux Folles. Non, en général, mais... ils sont partis en tournée avec Michel Roux pour La Cage aux Folles. Exactement. Qui dans quel rôle? Je sais pas. Non, pour le coup, c'était papa dans le rôle de Jean. D'accord. Voilà. Donc de Renato. Je sais pas si... Si, c'est Renato. C'est Renato. C'est ça, tout à fait. Des bonnes pièces, des souvenirs impérissables. Et je crois d'ailleurs que avant la disparition de Jean Poiret, ils s'étaient peut-être tentés tous les deux de la remonter ou de la filmer. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de captation, sauf la fameuse scène de la biscotte. Oui, évidemment. Et donc, voilà, vous avez dit on y retourne. Voilà, il faut au moins qu'il y ait une captation. Ça aurait été le truc de dingue et oui, ils voulaient le faire. On a parlé de Jean Poiret, ils n'ont joué qu'une fois tous les deux, finalement, sur scène, dans Rumeur. Rumeur et une autre pièce, L'Hôtel du Libre-Échange, je crois. Oui, qui est dans un des DVD qui est derrière moi. Alors, je ne sais pas si vous voulez... vous le verrez à l'écran. Bon. Mais qui est une captation, énorme. L'Hôtel du Libre-Échange. Ouais, c'est une captation télévisuelle. Ouais, mais c'est super. Enfin, moi, j'ai un souvenir de ça, je l'ai vu tellement de fois. Et les Parisiennes aussi. Exactement, et les Parisiennes, et Rumeur. Ça devait être quelque chose de les voir tous les deux à se comprendre au quart de tour. C'était surtout, pour le coup, j'étais assistante attachée de presse sur le spectacle, parce que je travaillais pour la productrice qui a produit cette pièce. Et elle était géniale. Il y avait Claire Nadeau, il y avait un cast de dingue, Eva Darlan, Nicolas Marié, enfin, fantastique. Et de les voir tous les deux, mais c'était génial. Et papa mettait en scène, Jean avait écrit,
Et il y avait surtout une scène à la fin, un monologue que Jean devait faire. Et réellement, le monologue pouvait faire... Il variait. Il devait faire 5 minutes. Il pouvait faire un quart d'heure. Jean avait un sens de l'improvisation, des mots, de jongler avec les mots qui lui viennent comme ça. Et à ce moment-là, il y en a eu des fous rires. Alors, pas à baisser le rideau, mais tout à coup, quand papa voyait très bien où il allait ou qu'il sortait des énormes conneries, mais là, l'œil qui frise le truc, il partait dans des fous rires. Il y en a certains auxquels j'ai assisté, mais de dingue, quoi. Ça devait être C'était des grands extraordinaire. malades, c'était vraiment... Mais bon enfant, toujours. Tout à fait, très bon enfant. J'ai vu dans une des interviews qu'il a données ou dans l'ouvrage, je sais plus, qu'un jour Jean Poiret s'est caché, il s'est mis dans l'abat-jour, ce qui, Voilà. au lieu de se cacher derrière le canapé, ce qui a littéralement plié votre père et que c'était impossible de repartir. Ben voilà, c'était ça. Et c'était ça. Jean, c'était ça. Cette belle bande de potes, on peut aussi parler de Jacqueline Maillan, Tout à fait. qui a fait partie de la vie de votre père. Il l'a mise en scène, on l'évoquait tout à l'heure dans Féfé de Broadway. Il lui est resté fidèle aussi tout au long, puisque je crois que 2 mois après Jean Poiret, quand Jacqueline Maillan disparaît, ça a été un drame pour lui aussi. Ben, ça a été... Ils étaient très complices tous les deux. Ah oui, oui. C'était... pareil, ils ont fait leur tout début ensemble. C'est l'histoire d'une vie, quoi. Ouais. C'est ses potes avec qui on reste potes, avec qui on travaille par moments. Je sais qu'elle l'appelait quand elle avait des doutes sur des rôles et tout. Mais après, on partait tous les étés dans le sud de la France. Enfin, moi, j'ai passé mes étés, avec Jacqueline. En plus, j'ai bossé avec elle après, mais c'était la famille, c'était les très très proches. Mais encore une fois, c'était pas avec tout le monde, mais ça allait au-delà du travail. Voilà, c'était vraiment, c'était des potes, ils bouffaient ensemble et tout. Puis après, ce qu'on oublie de dire de tous ces gens et de cette vie, et voilà, c'est que, alors, papa pouvait mettre en scène l'après-midi, mais quoi qu'il arrive, il jouait le soir. Ils allaient bouffer ensuite. Ouais. Et après, ils allaient à l'Élysée-Matignon, qui était tenu par Jean-Yves Bouvier, qui était le neveu de Jacqueline Maillan, et qui était comme et il a tenu cet endroit. Et je sais pas, parce que j'ose dire, et j'en suis absolument sûre, vu la tête au carré que j'ai eue avec la drogue quand j'étais enfant, et surtout le fait... ils se droguaient même pas, je sais même pas. Alors, il y avait le Guronzan. Moi, j'ai des souvenirs de Guronzan quand ils étaient... Mais je sais même pas comment ils faisaient. Je ne sais pas. Et donc, voilà, donc il y a aussi tout ce qui nourrit ça, c'est toutes ces tablées, c'est tout ce qui se passe après. Et voilà, donc Jacqueline a été un peu comme une sœur, quoi, voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement, Pierre Mondy, dans le théâtre, il a joué bien sûr plein de pièces, mais a été le point le plus important, l'homme de l'ombre des grands succès du boulevard? Oui. Ce qu'il a mis, et je vous l'ai dit en préparant cette interview, vous pouvez regarder n'importe quel DVD de boulevard si vous vous promenez dans un magasin, la Fnac, Cultura, etc. Mise en scène, Pierre Mondy. Beaucoup, il ne faut pas exagérer non plus, mais beaucoup, c'est la mise en scène de Pierre Mondy. Ben oui. C'est lui qui a amené peut-être aussi, il y a les auteurs bien sûr, il y a les acteurs encore, mais lui il a amené cette petite folie dans sa mise en scène. Il a été la pierre angulaire du théâtre de boulevard. Parfois, il avait 4 pièces à l'affiche. Entre celles qui mettaient en scène, qui jouaient, enfin voilà, tout le temps. Je le dis vraiment, c'est mon père et c'était un très bon comédien, mais pour moi, c'est vraiment d'une génération, enfin de même plusieurs générations, c'est le meilleur metteur en scène de théâtre. Et aujourd'hui, il y a plein de spectacles qui sont remontés que papa a mis en scène, etc. Je leur trouve pas du tout la même saveur, même si à mon avis ils ont beaucoup pompé de talent, sur bien sûr. sur la mise en scène. Non, mais je dis pas qu'ils l'ont fait, mais fatalement ils ont vu. Enfin, on n'accepte pas une mise en scène sans regarder les autres adaptations et comment ça a été fait avant. Après, voilà. Mais ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. À un moment, ce que je dis, c'est ce
ce que papa devait dire, mais une parole, elle n'a pas le même impact si avec cette parole, elle n'est pas accompagnée d'un geste ou d'un mouvement. Et ça, je l'ai vu tellement de fois, enfin voilà, je vais pas mal au théâtre, je l'ai vu tellement de fois, et papa, il avait le génie de ça. Et comme il était acteur lui-même, il aimait les comédiens, il montait sur la scène, il montrait ce qu'il fallait faire, puis à un moment, il adaptait, pas par rapport à ce que lui voulait, il adaptait par rapport à l'acteur qu'il avait en face de lui. Il l'adaptait, il y a des choses qui marchent sur certains acteurs et pas sur d'autres. C'était du sur-mesure. Je pense qu'il n'a jamais dirigé un acteur sans lui faire voilà, du sur-mesure pour lui. Il n'aimait pas les contre-emplois. Et je pense qu'il a toujours eu beaucoup d'audace dans dans ses castings. Et il a mis en avant beaucoup de grands acteurs d'aujourd'hui à qui il a donné sa chance. Et voilà. Puis après, dans tout ça, je ne sais pas si vous allez en parler, mais oui, il y a le Canard à l'Orange, il y a plein de spectacles, mais il y a le Dîner de cons aussi. Oui, où il a mis Claude Brasseur et Jacques Villeray. Jacques Villeray en Jacques scène. Villeray qui était un très bon ami à lui aussi, enfin vraiment très proche. Et voilà, mais après tout ça, c'est des choses qui sont, enfin des choses non, des œuvres qui sont adaptées au cinéma et du coup connues du grand public ou Et c'est rejouées du au Pierre théâtre. Mondy qui Mais est derrière. voilà, à l'initiative à un moment et à l'origine, la création, c'est ça, oui, c'était lui. C'est Pierre Mondy. On va passer à peut-être une partie plus télé, plus cinéma, en évoquant les grands succès, la 7e compagnie, vous le savez très bien. Mais avant cela, je voulais vous montrer peut-être un extrait que vous n'avez jamais revu de votre papa avec Petula Clark et de mémoire Sacha Distel. Regardez Je sais l'écran pas du tout, alors juste là, en face. jamais vu.
Non, j'avais jamais vu cet extrait. Merci. Voilà. Pierre Merci. Mondy dans un Sacha Show, retrouvé pour Mélodie Télé par Jean-Pierre Pascolini. Sacha Show avec, je crois qu'il y a Sheila dans celui-là, je sais plus. Sacha Show de 1960. D'accord. Vous l'avez jamais revu? Non, absolument non. J'ai des souvenirs d'été avec Sacha Distel. Pareil, c'était les mêmes bandes. Voilà, il y avait Eddie Barclay et tout ça, mais non, jamais vu. Ben Jamais voilà, vu. c'était un petit cadeau qu'on voulait vous Eh faire ben merci. sur Mélodie C'est Radio. très marrant en plus. Oui, c'était encore de la déconnade, vous voyez, des chanteurs qui viennent avec un acteur parler faire un petit sketch tranquille à la télé. C'est beau. J'ai dit, ça doit être totalement d'actualité dans plein de maisons. Je dis rien, mais En tout cas, Pierre Mondy, il a marqué, petits et grands avec la 7e compagnie. Ça a été son plus gros carton, on peut le dire. oui, oui, On l'appelait chef chaudard dans la rue. C'est vrai ça? tout le temps. Tout le temps chef? Oui. En plus, comme c'était quelqu'un qui faisait son marché, le supermarché, voilà, quelqu'un qui vivait totalement normalement, qui n'était pas du tout derrière un chapeau. Donc moi, j'ai des souvenirs de nage indienne en plein milieu de la rue, c'est le chef chaudard, enfin, tout le temps. Et il a toujours été extrêmement reconnaissant de ça, jusqu'à la fin de sa vie. Ça le touchait beaucoup. De toute manière, c'est un artiste qui a vraiment tout donné pour son public, son métier. Et parce qu'il était passionné, je pense qu'il n'aurait pas pu faire autrement. C'était son moteur. Et donc, il n'a jamais pris ça l'a jamais gonflé. Il n'y a pas un moment où il était reconnaissant, et on parlait de Bonne Étoile. Oui, au début de cette interview. Il regardait le ciel, puis il disait merci, alors certainement à sa maman. Voilà, mais c'est génial ça, d'être resté, d'avoir tenu un rôle culte et qui ait ses phrases. Avec Robert Lamoureux, de l'avoir supporté parce qu'il paraît qu'il n'était pas facile. Il dirigeait bien votre père, Aldo, qui arrivait en retard, et Jean Lefebvre aussi, qui partait faire la nouba, voilà, et qui arrivait avec quelques heures de retard. Voilà. J'ai l'impression que ça a été un peu hard avec Aldo Machione et Henri Guibet aussi. Je crois que j'ai vu une interview où Gérard Jugnot disait que ça avait été un enfer pour lui. Et voilà, je crois qu'il était en effet très directif. Et ce rôle est resté dans toutes nos mémoires, puisque ça restera pour longtemps le chef chaudard. Dans les années 80, il va un peu moins tourner. Il en souffrait ou pas, de cette... Je crois qu'il a... Au cinéma. Alors, cinéma, il n'a pas beaucoup tourné. Voilà. Le cinéma, il disait pas que le cinéma le boudait, mais il n'avait pas de proposition en ce sens-là. Donc, puis après, il était aussi très occupé par le théâtre, énormément, où il mettait, c'est un peu l'époque où aussi il mettait en scène, il jouait, voilà. Et puis, il tournait pour la télé. Je pense que c'est l'époque aussi de Petit Déjeuner compris, avec Marie-Christine Barrault, qui a été un carton absolu, qui passait tous les dimanches. Et Lina le repropose, il me semble, en ce moment, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Moi, j'ai montré à ma fille. Voilà, c'est vraiment une époque. Alors moi, ça me colle la larme à l'œil. Et de toute manière, le générique, c'était Daniel Thompson qui réalisait. Et c'était Vladimir Cosma qui avait fait le générique. Magnifique. Et le générique, c'était tous les dimanches soirs. Et moi, ça voulait dire « tu reprends l'école demain ». Et ça me foutait un cafard. Et quand je l'ai revu là, ça m'a foutu le même cafard. Et après, moi, je suis hyper nostalgique de ces époques. Donc, ça a vieilli. Bon, voilà, il y a les vieilles voitures, l'image est un peu vieille. Il y a Brian Ferry dans un... Ok. Et puis, pareil, il y a une réplique qui est restée, c'était pas papa, mais c'était Cache-Cache Boris, ça, on l'a entendu aussi. Il y avait un personnage qui se cachait dans les placards. Donc, il faisait quand même pas mal de choses à la télé. Années 80, ça doit être aussi peut-être un peu plus tard. Peut-être que... Bref, mais il y a eu Billets doux. Il a fait pas mal de choses pour la télé.
Et puis, il a dû certainement faire des choses un peu moins... j'ai le souvenir... mais il me l'avait dit, mais j'étais gamine, hein, je ne sais plus comment, mais il avait fait le Roi Victor au théâtre de Boulogne-Billancourt. Enfin voilà, je pense que c'est... Mais pareil, ça le... Je pense que... Il faisait autre chose. Il faisait autre chose, puis pareil, hein, toujours était le avec beurre Jean dans Poiret. les épinards aussi. Bien sûr. Puis il avait l'autre projet avec Jean Poiret, Rumeur, dont on Eh oui. évoquait tout à l'heure. Et puis il revient en grâce. Mais alors là, pour encore une fois jusqu'à la fin de sa vie, en 80, j'ai noté 10. C'est marrant parce que son épouse lui disait « Tiens, ça fait longtemps que tu n'as plus tourné pour la télé. » 2 jours après, il raconte qu'on l'a appelé pour faire un pilote des Cordiers jugés flics. Tout à fait. Là aussi, il était content. Qu'on l'appelle commissaire Cordier dans la rue, il a interprété ce rôle, je crois, pendant 15 ans même. Oui. Parce que c'est... Il y a eu commissaire... Les Cordiers jugés flics. Les Cordiers jugés flics et après commissaire Cordier, où il était seul et où il y avait à chaque fois un guest qui intervenait. Et bon, on va reparler des bonnes étoiles, hein, mais il a toujours eu l'impression que Jean lui avait envoyé les Cordiers. Parce que Jean étant parti, alors je sais pas dans les dates, peut-être. 93 mais si ou 15, les Cordiers, je pense. Enfin. Et donc, il n'y avait plus cette collaboration. Il n'y avait plus ce tandem avec qui il y avait encore plein de projets à venir, etc. Et, Joyeuse Pâques, on n'a pas parlé tout à l'heure. Oui, Joyeuse Pâques, bien évidemment. Vraiment, il y en a... une flopée de succès. Et voilà, donc il y en avait encore plein dans les tiroirs. Et il pensait que c'était Jean Poiret qui l'avait envoyé ça, ce cadeau des Cordiers. Oui, parce qu'on est... qu'est-ce qu'aurait fait? Alors, papa aurait continué... voilà, il aurait certainement eu plein d'autres projets. Mais à un moment, avoir un coup de cœur sur un rôle à l'âge, malgré tout, bon, voilà, un peu avancé, c'est très jeune aujourd'hui, mais qu'il avait. Et voilà, et surtout que ça fonctionne à ce point-là. Parce que ce rôle lui ressemblait. Oui, il l'a dit. Tout à fait. Proche de sa famille, Bruno Madinier, qu'il appelait fiston, d'ailleurs, quand il l'appelait au téléphone. Ouais. Et Charlotte Valandré, il disait que ce rôle de commissaire un peu bougon, mais avec un énorme cœur, ça lui ressemblait finalement. Complètement. Et puis on me demande, est-ce qu'il était comme ça dans la vie, etc. Il l'était. Il était... j'ai jamais regardé un film en me disant... un film récent ou série, en me disant il n'y a pas énormément de lui. Bon, après, ça dépend des distributions, mais oui, c'est un rôle... il adorait toutes les équipes, il adorait la production. Voilà, c'était un peu mais pas une sécurité économique, mais à un moment, ça cartonnait. Et encore une fois, le meilleur thermomètre, c'est le public. Oui. Enfin, et ce qui était important. Puis c'était un des premiers, parce qu'aucun acteur à l'époque ne voulait aller à la télé. Aucun. Aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Tout le monde. Aux séries aussi. À l'époque, oui, à la télé. Quand je dis à la télé, c'est les séries. Personne. Il y avait Roger Hanin, Véronique Jeuneste et papa. Et c'était TF1 qui avait lancé ça. Tout le reste, là, pour le coup, c'était « Ah non, la télé... » Oui, c'est C'était vraiment... si on n'a pas de cinéma, enfin, voilà, c'était vraiment... Là, pour le coup, on parlait de parents pauvres. C'était vraiment la loose, quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, donc voilà, il a adoré. Après, il a fait d'autres unitaires, des unitaires des téléfilms. Mais il a été... il tournait toute la journée, il avait que les vacances d'été. Voilà, mais ça lui allait très bien. Il adorait les équipes. À chaque fois, il y avait des guests. Il a fait des rencontres fantastiques. Et ça pour a ne duré parler que lui, mais Guillaume de Tonquédec, qui a été un fils spirituel, comme a pu l'être Clavier aussi. Clavier, exactement. Il avait toujours des voilà. Enfin, Guillaume, c'est un vrai coup de cœur qu'il a eu. Et puis Bruno. Enfin, voilà. Et puis à chaque fois, moi, il me dit, souvent il me cite des actrices qui sont devenues des
des stars. Enfin, j'ai pas de nom là. Karine Viard, il en parlait dans le livre. Ouais, d'ailleurs. Karine Viard, mais il y a eu aussi, je crois, Marion Cotillard. Bon, bref. Et voilà, il disait, mais moi, je les ai connues, pas petiotes, mais enfin, voilà, elles étaient un peu connues, mais c'était pas du tout, voilà, les artistes qu'elles sont aujourd'hui avec cette notoriété. Ils se marraient aussi. Il se marrait tout le temps, finalement, j'ai l'impression. Ouais. Sur les plateaux, dans le privé. C'était un père, d'ailleurs, présent aussi, malgré son emploi du temps. Vous avez... Alors, compliqué, non, présent, présent, je ne C'est peux pas compliqué. dire ça. Mais quand il y avait du temps, il était de qualité. Ouais. Et en effet, c'était beaucoup de marades. Moi, j'ai eu un peu des moments particuliers avec lui, parce qu'il m'avait les week-ends, enfin voilà, quand mes parents se sont séparés. Et tous ces moments que j'avais tous les week-ends avec lui me semblaient exceptionnels. En fait, il jouait le dindon, donc on parlait du Palais Royal. Moi, je connais le dindon par cœur. J'étais dans sa loge, j'allais voir tous les comédiens. Enfin, voilà, et je passais mes week-ends, ça, où on allait aux puces, où... voilà, j'étais toujours partante, mais le temps était très quali. Voilà. C'était une relation, oui, discrète, parce que vous voyez peu, mais de qualité. Oui, enfin, sur le temps. Après, on C'est avait une bien sûr. relation pas passionnelle, mais on était très proches. Voilà. Pierre Mondy nous a quittés il y a 13 ans. Vous pensez que ces films, ces œuvres, que ces mises en scène seront intemporelles? Ben, déjà... Il y croyait? Il voulait. Alors, un acteur est toujours, malgré tout, a toujours... qu'il soit humble, mais un peu d'égo, fatalement veut laisser des traces. Je trouve ça normal, vu qu'en effet, il a dédié sa vie à son métier. Donc, je me souviens qu'un jour, il avait dit oui, mais je veux quand même laisser pour les petits-enfants. Enfin, voilà, je pense que c'est une question d'éducation et de transmission. Moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui. Hein. Je ne fais que le vecteur des gens qu'il aime ou les journalistes qu'il aime et qui lui rendent hommage. Déjà, c'est la moindre des choses et je suis très reconnaissante, mais je ne fais que passer et continuer à le faire exister et avec fierté. Et voilà, donc je pense que c'est important aussi de continuer. Je parle à tous les enfants d'acteurs, de chanteurs, voilà, avec qui ça se passait bien et où tout va bien. Je trouve que c'est important qu'on continue comme on peut à les faire vivre. Et puis après, si une 7e compagnie qui est rediffusée tous les étés ou quoi, peut servir à un moment à faire découvrir voilà, un autre film, une pièce de théâtre, etc. Pourquoi pas? Espérons que ça dure. Il écrivait à la fin de sa biographie « La vie a été bonne avec moi. Parfois, je me demande ce qu'il restera de moi dans la mémoire des amateurs de théâtre et des spectateurs. » Ça peut me faire chialer. Oh mince! Non, mais il était positif, hein? Très. Oh, non, mais là, c'est moi, il suffit d'une phrase, c'était celle-là. C'était pas l'objectif, en tout cas. Pas du tout, mais j'avais prévenu, je suis hypersensible. Oui. Et comme je l'ai dit à un moment, je suis comme lui. J'ai par moments des bouffées d'émotions. Mais il restera. Voilà. Tous les étés, et je les souhaite que la 7e compagnie soit diffusée, ou même d'autres œuvres, que ces mises en scène, ces trucs qu'il a dû trouver dans le Canard à l'Orange, qui sont toujours rejoués, dans Joyeuse Pâques, La Cage aux Folles, les trucs qu'il a trouvés, eh bien tiens, lui là où il sait, ça c'est de moi. Exactement. Et ça continuera, et voilà. Non, mais transmission, c'est hyper important. Quand je demande à des jeunes aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais est-ce que tu sais qui est Fernandel, qui est... Pas du tout. Personne ne sait. Donc, c'est aussi aux parents. Enfin, voilà, moi, ma fille, je l'ai mise hyper tôt devant Fantomas, elle faisait genre, je suis malade pour voir tous les Fantomas. Mais voilà, c'est aussi le rôle de... Alors, c'est dur, hein, parce qu'on a l'air de vieux cons, ça a mal vieilli, ça... Mais... Voilà, faut trouver des angles. Voilà, transmission.
Avant de se quitter, il me reste deux petites questions, enfin, petite surprise à la fin. Si vous deviez garder une image intime de lui, hors caméra, hors scène, Mhm. quelque chose d'émouvant, enfin, quand je dis intime, c'est quelque chose qui est de votre papa, ce serait quoi? Un objet ou une image? Une image? Une image, c'est une photo de lui, ben, où il doit mettre en scène et Ouais. il a les mains comme ça, sur le ventre, et puis un œil tellement tendre, avec un petit sourire, et à chaque fois que je vois cette photo, c'est lui. Il revient beaucoup, elle est revenue beaucoup, cette expression, dans cette interview, l'œil qui frise. Ouais, l'œil. C'était ça, Pierre Mondy, alors. Exactement. Avant de se quitter, je pense que voilà, vous partagez beaucoup votre papa sur les réseaux sociaux. Il Mhm. doit penser à juste titre qu'il veille sur lui et ça nous fait grand plaisir. Je voulais vous remercier déjà d'être venu. Mais avec plaisir, c'était génial. Et puis encore une fois, je suis très fière voilà, c'est moi qui vous remercie. Je suis ravie d'être là et ravie d'être là pour parler de lui et continuer à le faire vivre. Sur Mélodie Radio et on va vous proposer un petit extrait. Peut-être là, les jeunes le connaissent plus que tout. On l'a évoqué peut-être rapidement, Alexandre Astier dans Kaamelott, ce rôle, ce monologue que l'on connaît tous. Et voilà, pour faire écouter à nos amis avant de se dire au revoir. Parfait. Des gamins de partout. Plein la chambre. Je sais pas, 60, 80. Des tout petits, de 4 ou 5 ans. Et tous ensemble. Ah ouais, votre tranquillité. Alors moi comme un con. Ah ouais les enfants. Alors, ça vous a plu, la visite du palais? Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Bref. Je raconte mes conneries habituelles. Puis tout d'un coup, j'en repère un sur le devant. Un petit mec, avec des méchants pétards, et un petit paquet à la main. On aurait dit qu'il faisait la gueule. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, en douille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Moi, il m'a peut-être fallu 10 ans pour mériter mon grade, si pas 20. Tous les jours, j'ai travaillé pour pas nager dans mon uniforme. Il n'y a pas 36 solutions. Arturos, fais semblant. Fais semblant d'être Dux. Fais semblant de mériter ton grade. Fais semblant d'être un grand chef de guerre. Si tu fais bien semblant, un jour tu verras, t'auras plus besoin. Comment tu t'appelles? Pas de réponse. Non. Il est drôlement joli ton paquet. Oh, ni oui ni merde. Tu veux pas me dire ce que c'est? C'est un cadeau pour le général qui me fait. Ben, vous me croirez ou non, j'ai eu beau lui dire que c'était moi le général, il n'y a pas eu moyen. Alors je l'ai pris tout seul avec moi. Ça m'a pris la journée. Je lui ai montré mon uniforme, je l'ai emmené dans la salle des cartes, je lui ai montré des maquettes de bateaux. Puis à un moment, il faisait presque nuit, je lui ai dit, écoute, ça va peut-être aller là, non? Bah, tu vois quand même bien que c'est moi le général. Hein? Alors tu me donnes le paquet, mais on n'en parle plus. Il m'a dit, d'accord. C'était des petites meringues, blanches, rondes comme ça, drôlement bonnes. On les a mangées tous les deux sur la terrasse, sans rien dire. Voilà. Si je devais choisir une journée à revivre, je prendrais celle-là. Des chefs de guerre, il y en a de toutes sortes. Des bons, Il y en avait deux. des mauvais, Eh ben, des pleines cagettes, il y en a. Mais une fois de temps en temps, il en sort un. Exceptionnel. Un héros, une légende. Des chefs comme ça, il n'y en a presque jamais. Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Petit moment d'émotion.
Je Oui. vois sur ce plateau. Il était... C'était pas prévu Non, de vous mais... rendre toute triste. voilà. Mais C'était non, pas le but. C'est pas triste, c'est vraiment ému et c'est que du... Voilà. Et puis je ne contrôle pas ça. Et c'est tellement lui et il a tellement été heureux, mais heureux de cette collaboration, de tourner. Ils ont tourné à la Cinecittà. Il était comme un gamin. Il a adoré, mais adoré. Il était honoré, fier de bosser avec Astier et il s'est éclaté. Mais vraiment, Il est d'une sincérité folle dans cet extrait. folle. Mais c'est ça qui, pour moi, est émouvant parce que fatalement, je le regarde d'une manière différente. Et moi, quand je le regarde, je vois mon père. Merci beaucoup Anne-Mondy Merci d'être venue nous voir. Mille fois. Et puis pour tous ces extraits, pour de votre gentillesse et puis d'avoir organisé cette émission. Et puis à très bientôt sur À- Mélodie Radio. Eh ben oui, avec grand plaisir, je suis là. Merci. Mélodie, la radio vintage forever.